Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma stratégie d'investissement que j'ai baptisée ACID. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Je me disais que ce serait peut-être une bonne idée que de vous montrer un petit peu l'organisation à laquelle je suis arrivé au fil des années pour gérer du mieux possible mes placements personnels, avec ces fameux mots-clés qui sont un petit peu les objectifs. L'optimisation évidemment de l'épargne, pour essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a, l'équilibre et la discipline. L'équilibre, sous-entendu, ne pas prendre des risques inconsidérés et essayer de trouver le juste milieu entre la performance et la sécurité par rapport à vos placements. Et la discipline, c'est loin d'être un mot-clé négligeable dans toute cette philosophie, puisque l'objectif, c'est d'essayer de combattre le pire ennemi de l'investisseur, qui est la réaction émotionnelle à ce qui se passe, ou les biais cognitifs. J'en ai parlé dans la vidéo précédente sur notamment le retour de lecture de l'excellent livre Système 1, Système 2, ou Thinking Fast and Slow en anglais, qui explique extrêmement bien tous les biais cognitifs qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, et notamment dans les placements financiers. Donc je suis arrivé à cette méthode, que j'ai baptisée ACID, et je vais vous exposer dans cette vidéo cette stratégie, les grands principes, et on va également s'appuyer sur une étude des 4 indices majeurs qui m'intéressent, le S&P 500, le Nasdaq, l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Vous allez comprendre pourquoi, mais c'est très intéressant. La stratégie s'appuie notamment sur la performance et les données historiques de ces indices. Vous allez comprendre pourquoi en suivant cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes sur la chaîne Cold Invest, une chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques mois, qui est toute jeune, qui vient de démarrer. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à laisser un commentaire juste en dessous. C'est toujours très motivant de voir si ce que je fais et le temps que je prends pour ces vidéos est utile ou non. Et puis le petit like, ça coûte pas cher et c'est toujours bien pour recommander la vidéo dans les algos ténébreux et brumeux de YouTube. Voilà, je profite également de l'occasion, avant qu'on démarre, pour rappeler que ceci n'est pas un conseil en placement financier, je ne suis pas professionnel, donc soyez responsable, n'investissez que de l'argent dont vous n'auriez pas besoin à court terme, et agissez bien sûr avec prudence. Parenthèse fermée, on regarde maintenant le détail de cette méthodologie ACID. Alors, en fait, ces 4 mots-clés, c'est les 4 mots-clés auxquels je suis arrivé, qui constituent un petit peu ma règle d'or. Si vous voulez, c'est presque 4 objectifs que j'essaye toujours de suivre, quelle que soit la décision que je vais prendre ou la gestion que je vais faire de mes actifs. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En réalité, c'est tout un art de réussir à respecter ces 4 règles d'or, et on va les regarder tout de suite. La toute première, c'est l'allocation. L'allocation, c'est la répartition structurée de vos classes d'actifs d'une manière vraiment consciente et anticipée. C'est-à-dire, on ne va pas juste acheter des actions, des ETF, des SCPI, je vais avoir l'occasion de vous rappeler les définitions de tous ces termes-là juste après, mais l'idée, c'est vraiment de composer toute votre épargne avec différentes proportions selon ce que vous voulez faire. Et c'est tout l'objet en fait d'une stratégie d'investissement bien pensée, c'est d'allouer les poches de classes d'actifs en fonction de leurs caractéristiques. En gros, chaque type de classe d'actifs va avoir des caractéristiques différentes, que ce soit en termes de rendement espéré, que ce soit en termes de risque, ou même en termes de liquidité. Est-ce que c'est facile d'acheter et de vendre cet actif-là ou pas? Tous ces paramètres-là sont très importants en fonction de vos objectifs de placement, de ce que vous voulez faire, et aussi de votre horizon. Donc la règle numéro 1, c'est de réfléchir à votre allocation, par rapport bien sûr à vos objectifs. La règle numéro 2, c'est la concentration, et ça je pense que c'est peut-être l'erreur qu'on fait tous et toutes au début, et peut-être qu'on continue à faire avec le temps. On a tendance à vouloir trop acheter de titres différents et de démultiplier les lignes. L'exemple parfait pour ça, c'est si vous avez une quinzaine d'ETF dans votre portefeuille, en fait c'est une très mauvaise idée, c'est sûr et certain, puisque qui dit un ETF dit des frais, même si les frais sont relativement bas, chaque ligne d'ETF implique des frais supplémentaires, ça c'est un premier problème, et le second c'est que si vous avez 15 ETF, il y a fort à parier
qu'il y a une forte corrélation, on va y revenir juste après, entre ces ETF, c'est-à-dire que vous allez très certainement retrouver certaines actions sous-jacentes dans les différents ETF que vous avez. Donc vous avez des overlaps, hein, vous vous chevauchez entre vos ETF, donc c'est pas du tout optimal. L'exemple classique, S&P 500, MSCI World, deux ETF très réputés, en réalité vous avez dans le MSCI World une très grosse partie du S&P 500. Donc est-ce que c'est vraiment justifié d'avoir les deux? Voilà, pas forcément. Donc la concentration, c'est l'idée de minimiser le nombre de lignes qu'on va détenir. Moins on va avoir de lignes, mécaniquement, moins on va avoir de frais, et plus ça va être simple de gérer le portefeuille, parce que finalement, ça c'est aussi très important, la simplicité de gestion. Si vous faites quelque chose de beaucoup trop complexe, vous n'allez pas pouvoir le tenir sur le long terme. Donc c'est très important, et la concentration, elle vise à la fois à réduire les frais, et à minimiser la complexité au long terme. Ensuite, bien sûr, on a la diversification, mais j'ai préféré commencer par la concentration, parce que la concentration, on l'oublie tout le temps. On parle toujours de diversification, vous allez entendre tout le monde vous dire il faut diversifier, sous-entendu il faut avoir la meilleure couverture possible de secteurs, de zones géographiques. Par exemple, vous avez envie d'avoir des actions sur le marché américain, sur le marché français, sur le marché européen, peut-être dans les pays émergents, peut-être en Asie, etc. Ça, c'est de la diversification géographique. Après, on va avoir envie d'avoir un petit peu de technologie, un petit peu de santé, un petit peu d'industrie, un petit peu d'énergie, etc. On pourrait rentrer dans les détails ensuite des valeurs dites plutôt défensives, qui vont être très résilientes dans les phases de crise, des valeurs à fort potentiel de croissance, comme par exemple la tech, Nvidia au hasard, et tout ça c'est aussi de la diversification sectorielle. Mais si on fait que de la diversification sans la concentration, on se retrouve à avoir 25 000 titres partout, avec les problèmes que j'évoquais juste avant. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qu'on va chercher, être très bien diversifié, tout en étant concentré, avec le minimum de lignes. Et ça c'est un art, hein, c'est vraiment difficile. Si vous regardez Warren Buffett, par exemple, qui fait un peu des trolls aussi, hein, en disant que la diversification, c'est réservé à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, il force le trait, parce que lui-même, il est diversifié. Par contre, il est extrêmement concentré. Hein. Par exemple, sa ligne Apple représente une très grosse proportion de son portefeuille. Mais si vous regardez le détail de la composition de son fonds d'investissement à Warren Buffett, vous allez voir que c'est parfaitement diversifié. Voilà, c'est très important d'avoir les deux en tête. Et enfin, donc là on a le A, le C, le D, on a un deuxième D, hein, c'est pour ça, c'est acide, je le prononce acide, mais c'est ACDD en vrai. C'est la décorrélation, bien évidemment. Donc là, la décorrélation, c'est l'idée d'avoir des lignes qui ne bougent pas dans le même sens au même moment, pour essayer de stabiliser le portefeuille. Voilà, donc typiquement, si vous allez être peut-être diversifié sur différents secteurs, mais en réalité, on va s'apercevoir que tel titre monte dans un secteur A en même temps que tel titre dans un secteur B. Là, vous êtes corrélé. C'est-à-dire que finalement, votre concentration n'est pas si optimale que ça, puisque vous détenez deux lignes qui finalement bougent dans le même sens. Alors pourquoi en avoir deux dans ce cas-là ? Donc ça, c'est encore une autre difficulté qui va se rajouter à tout ça. On va chercher à décorréler les lignes entre elles. En étant parfaitement honnête avec vous, et ça me permet de vraiment vous expliquer à quel point cette règle d'or est difficile à atteindre, je ne me suis pas encore occupé de ce dernier D, la décorrélation. Je n'ai pas encore mesuré exactement la corrélation de toutes mes lignes. Ça fait partie de mon objectif pour la suite. Par contre, ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va vraiment couvrir très bien la problématique de l'allocation, et également, en fait, d'une manière indirecte, la concentration et la diversification. Mais la vidéo ici va vraiment se concentrer sur l'allocation, et en fait c'est la première partie de la stratégie de l'investissement que je partage avec vous, comment on gère au mieux nos allocations. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée. Et puis j'aurai l'occasion de faire des vidéos plus tard, et clairement quand j'aurai traité cette question de la décorrélation, je ferai une vidéo là-dessus également, pour vous montrer comment vous pouvez mesurer la corrélation de vos titres avec un outil aussi simple que Google Spreadsheet, parce que finalement c'est pas très compliqué à faire. Mais ce n'est pas l'objet pour aujourd'hui. Aujourd'hui on va surtout regarder donc comment je gère mes allocations.
Alors avant de rentrer dans le détail, quelques petites définitions. Si vous regardez cette vidéo, il y a fort à parier que vous connaissez déjà tout ça, mais au cas où, parmi vous, il y aurait des personnes qui ne connaîtraient pas les grandes classes d'actifs dont je vais parler, je préfère les redéfinir. Les actions, évidemment, ça c'est quasi sûr que vous savez ce que c'est, c'est des titres cotés, qui représentent une part d'une société. Voilà, vous avez des actions Nvidia, vous avez une petite proportion de la propriété de la société Nvidia. Et cette part peut s'échanger sur les marchés d'actions, et donc vous pouvez l'acheter et la vendre. Voilà, c'est une action. Une SCPI peut être un tout petit peu moins connue, c'est un groupement d'investissement qui achète de l'immobilier, donc ils achètent des immeubles pour les louer. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. La seule particularité, c'est que ce groupement d'investissement, il a donc un parc immobilier, plusieurs immeubles, dans différents endroits, pour différentes finalités. Peut-être que ce sont des bureaux, peut-être que ce sont des entrepôts, ça peut être des hôpitaux, des hôtels, etc. Et ensuite, il établit des titres de propriété, donc des parts de son groupement, qu'il va mettre en vente. Et là, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous pouvez venir et acheter un certain nombre de parts, donc il y a un prix qui est déterminé par le gestionnaire de ce fonds, et qui doit, au niveau de la loi d'ailleurs, correspondre à la valeur immobilière, c'est ça qui est très intéressant, du parc immobilier. Donc on va regarder le prix du mètre carré et ce genre de choses, on va évaluer la valeur des différents actifs immobiliers du fonds, on va en déterminer une valeur globale, et ensuite on va regarder combien de parts sont émises, et on aura le prix de la part. Ces parts, vous pouvez les acheter, et si vous achetez ces parts, vous possédez, comme avec les actions, une proportion du fonds immobilier. Et donc, comme ce fonds immobilier touche des loyers de ses locataires, en fonction du nombre de parts que vous avez, vous allez toucher la même proportion de ces loyers. Donc c'est très intéressant à deux points de vue, cette classe d'actifs-là. La première, c'est que vous êtes directement corrélé au marché de l'immobilier, et pas du tout au marché des actions, parce que c'est ce qu'on appelle de la pierre-papier, c'est quasiment comme si vous aviez acheté un appartement. Et deuxièmement, c'est très intéressant si vous cherchez des revenus complémentaires, puisque tous les trimestres, vous allez toucher les loyers qui vous sont dus. Donc ça va vous générer du revenu supplémentaire, avec un rendement bien supérieur aux dividendes des actions. Les SCPI peuvent aller de 3% pour les moins performantes jusqu'à 7, 7,5% pour les plus performantes. Là je vous donne les chiffres un petit peu du moment. Même si les SCPI ont été un peu chahutés, il y a quand même des SCPI qui fonctionnent très très bien, et dont certaines qui peuvent atteindre les 7% de rendement, donc c'est très 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 intéressant. Donc ça c'est vraiment très décorrélé justement des actions, c'est le marché immobilier. Mais d'une manière très simple, puisque vous pouvez acheter des parts, et les parts commencent à quelques centaines d'euros seulement. Enfin, on a les obligations. Alors les obligations, c'est en réalité des titres de créance, c'est-à-dire vous allez prêter de l'argent. En fait, en achetant une obligation, vous achetez des titres de prêt financier qui ont été émis soit par un État, soit par une entreprise. Donc par exemple, l'État français fait un emprunt, vous achetez des obligations liées à l'État français, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à l'État français. Et là, vous allez avoir une très grande sécurité par rapport au marché des actions, puisque finalement, ce que vous faites ici, c'est que vous prêtez un certain capital pour une durée donnée, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à un taux défini. Ce taux dépend des taux des banques centrales, bien évidemment, plus ou moins epsilon, en fonction du risque de l'entité à qui vous prêtez. Si vous prêtez à un État, on considère que le risque est très faible, donc vous allez être très proche des taux d'emprunt des banques centrales, et si vous prêtez à une entreprise, plus cette entreprise est grosse, plus la fiabilité est importante, et donc plus le taux va être faible. Mais à l'inverse, si l'entreprise est récente, petite, pas encore bénéficiaire par exemple, et que vous lui prêtez de l'argent, on va considérer qu'il y a une prime de risque, et donc on va augmenter le taux. Donc tout le jeu ici, c'est de voir quel taux on veut avoir, pour quel risque. Le risque étant ici que l'entité à qui on prête fasse défaut, et ne puisse pas rembourser à terme. C'est ça le risque qu'on prend, qui est un risque quand même bien plus modéré, en tout cas bien plus contrôlable que celui du marché action, qui est par définition très difficile à prédire. En parallèle de tout ça, cette obligation, donc à la fin de la durée, vous allez récupérer votre capital, mais vous allez également avoir un bonus, c'est ce qu'on appelle les coupons, qui correspondent en fait au taux d'emprunt, et donc voilà, c'est un placement. Alors,
Ce type de placement, il est plus complexe que les actions. En réalité, on n'achète pas des obligations en direct quand on est particulier, mais on achète des fonds obligataires. Donc c'est des professionnels qui gèrent les obligations, qui font un peu de diversification de leur côté. En général, ils vont panacher les durations, on dit, de ces obligations-là, pour avoir des obligations à différents taux, avoir des différents roulements. Donc eux, ils vont gérer un peu tout ça, et vous pouvez acheter des parts, un peu comme des actions, de ces fonds obligataires. Donc là, le mieux, souvent, c'est de s'orienter vers votre assurance vie. Vous allez trouver des fonds obligataires dans votre assurance vie. Après, il faut bien regarder les sous-jacents, à qui vous prêtez in fine quand vous prenez ces fonds. Donc c'est un petit peu plus subtil que les actions, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Et par ailleurs, la corrélation la plus importante ici, c'est les fameux taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui vont baisser, vraisemblablement, d'après les dernières news qu'on a de la Fed. Et donc, les obligations qu'on a achetées il y a encore quelques mois, elles prennent de la valeur, puisqu'elles ont été émises à un moment où les taux seront vraisemblablement au plus haut. Donc il y a un phénomène un petit peu contre-intuitif. Quand les taux baissent, en réalité, la valeur des obligations vont baisser également. Mais la valeur des obligations précédentes vont monter. Donc c'est ça qui est un petit peu complexe. Néanmoins, ça peut être une classe d'actifs intéressante dans certaines situations, notamment quand les taux d'intérêt sont en train de monter. C'est une bonne idée d'avoir des obligations dans le portefeuille, parce qu'il y a une bonne sécurité. Et si les taux d'intérêt sont vraiment très très bas, là l'intérêt est quasiment nul. C'est ce qu'on avait connu il y a encore 1 an ou 2, où finalement il n'y avait quasiment aucun intérêt à prendre des obligations, puisque les taux étaient à 1%, voire à 0,5%, et donc ça ne rapportait quasiment rien de prendre des obligations. Donc peut-être un petit peu plus subtil celui-là, mais toujours intéressant à avoir en tête. Et on termine avec le fonds euro. Donc le fonds euro, c'est un fonds également au sein d'une assurance vie, parce que c'est vraiment un assureur qui va le gérer, et il va être constitué en sous-jacent la plupart du temps d'obligations, justement, qui sont gérées par l'assureur, et aussi de liquidité de la trésorerie de l'assureur. Et c'est en réalité, si vous regardez bien, c'est très souvent un produit d'appel pour vous faire rentrer dans une assurance vie. Là, dernièrement, il y a justement eu des fonds d'euros boostés, donc vous aviez un bonus si vous souscriviez à une assurance vie chez plusieurs assureurs, et c'est essentiellement pour vous faire venir et pour vous attirer. Et donc ça dépend des moments. Les fonds euros vont avoir un rendement en fonction aussi des taux d'intérêt, c'est corrélé, mais qui peut aller de 1,5 jusqu'à 3%. Alors avec les fonds boostés en ce moment, on nous promet du 4,2 dans certains cas, mais voilà, ça va être l'ordre de grandeur. Par contre, l'intérêt du fonds euro, c'est, si vous cherchez de la sécurité, c'est qu'il est garanti en capital. En général à 100% ou à 99% selon les contrats. Mais là, c'est vraiment ce qu'on va appeler la position d'attente dans une assurance vie. C'est quasiment comme de la liquidité. Vous mettez un certain montant sur un fonds euro, il va vous rapporter 2, 2,5, 3% à la fin de l'année, mais surtout, il est immédiatement disponible et il est garanti par votre assureur. Donc ça, ce sont les 4 grandes classes d'actifs qui m'intéressent, puisque ce sont grosso modo celles que je vais utiliser. Alors bien sûr, il y a aussi, je ne les ai pas représentées ici, mais la liquidité pure, donc la valeur des euros que je vais détenir sur mes comptes courants, et les livrets, donc un livret A et un LDD par exemple, pour vraiment de l'épargne de précaution. Ça comptera, vous allez voir après, je vais compter pour 10% à peu près, liquidité et livret. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Et là, on rentre vraiment dans le sujet. Comment allouer vos différentes classes d'actifs? Ce qui est intéressant, et c'est ce à quoi je suis arrivé maintenant, c'est de définir des profils, donc j'en ai défini 3, ou des stratégies défensives, équilibrées et agressives, que je vais activer en fonction des conditions du marché. Et c'est tout le sujet, et c'est pour ça qu'on va regarder dans un instant les indices, leur performance, leur historique sur 20 ans, pour voir un petit peu comment on peut automatiser les choses, comment on peut arbitrer le passage d'un profil à l'autre. Mais avant de rentrer là-dedans, on va les décrire rapidement. Donc le profil défensif, son objectif, c'est d'être le plus sécurisé possible tout en profitant de la croissance du marché action. Parce qu'une grosse erreur également à faire, c'est de considérer quand on est au plus haut historique des indices majeurs,
que oh là là, on est au plus haut, ça va baisser, ça va baisser. Sauf qu'en fait, ça baisse pas. On va le voir là dans un instant, en regardant les données historiques sur 20 ans. On va voir qu'il y a une proportion du temps importante, voire très importante, où les indices sont dans leur fenêtre la plus haute. Donc en réalité, quand on regarde les données historiques, on est très souvent proche des plus hauts sur des marchés haussiers. Et les marchés sur le long terme sont haussiers, ce qu'on va voir aussi. Donc il ne faut surtout pas faire l'erreur de se dire, quand les marchés sont au plus haut, je prends une poche d'action minuscule, 10 ou 20%. Ce serait vraiment dommage, parce que ça veut dire que vous perdez beaucoup trop de performance. A l'inverse, évidemment, si on est proche des plus hauts, il y a bien un moment où ça va décompresser, et où ça va baisser. Donc il y aura une volatilité qui va exister. Donc il ne faut pas non plus être complètement exposé au marché action, si on a envie de protéger un minimum le capital, dans l'idée de pouvoir s'en servir dans les années qui viennent, ou à moyen terme. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi 40% d'exposition d'actions dans le profil défensif. On aurait pu réduire encore, hein, ça dépend aussi de votre aversion au risque ou pas. Si on veut être vraiment ultra prudent, on pourrait descendre à 25%. Moi j'irais pas en dessous de 25%, je pense que ce serait quand même perdre trop de performance. Vous allez voir pourquoi dans un instant. On va passer beaucoup de temps en fait, hein, si on regarde une échelle de temps assez longue, vous allez voir qu'on passera 50% de notre temps en profil défensif. Donc, ce serait une erreur, à mon avis, d'être en dessous de 25. Et même 25, je trouve que c'est bas. Donc, au début, j'étais à 30, j'ai remonté à 40, hein, pour tout vous dire. Et donc, 40% d'exposition action. Ensuite, j'ai les SCPI. Ma poche SCPI, elle est constante. Elle fait 25%. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas liquide. Et ça c'est très important. C'est une des caractéristiques fondamentales de la SCPI, c'est pas liquide du tout. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez des SCPI, des parts de SCPI, bon, dans la majorité des cas, vous avez des frais d'entrée. Alors il y a des très bonnes SCPI récentes, je ferai pas de pub gratuite, mais il y en a qui sont sorties récemment, où il y a 0 de frais d'entrée, donc ça c'est génial. Mais même, en fait, une SCPI, c'est vraiment basé sur de l'immobilier, et pour que ça ait un minimum d'intérêt, il faut rester au moins 5 ans. On conseille même plutôt de viser dans les 10 ans, pour vraiment avoir une valeur et un rendement intéressant. Par ailleurs, la SCPI, comme on le disait au début, elle est là pour vous ramener des loyers, des revenus, des dividendes assez significatifs. Voilà, on peut aller jusqu'à 7% dans les meilleurs des cas. Donc on n'a pas envie de s'en séparer, on va pas vendre ses parts pour racheter des parts tous les 3 mois. Donc de ce point de vue-là, la poche SCPI, je vais chercher à la garder stable, et elle ne bougera pas, en fait, en fonction des profils. Donc 25% toujours. Ensuite, si on reste sur défensif, j'ai mes obligations, donc là, on va être dans la catégorie, le profil où les obligations vont être les plus élevées, la poche la plus élevée, on est à 15% ici. Pourquoi ? Parce que, justement, on est proche des plus hauts, on sait que les actions vont baisser à un moment, donc on a envie de compenser cette volatilité, de la stabiliser. En fait, c'est comme si on achetait une assurance contre la volatilité du marché action, que je limite à 15% parce que le rendement est quand même faible, des obligations bien sûr. Mais voilà, ça me fait un rendement qui va être beaucoup plus sécure, qui va pas être corrélé à la volatilité de ces fameux indices, et qui va comme ça consolider un petit peu, c'est comme un stabilisateur un petit peu de la performance. Alors bien sûr, on perd de la perf, hein, parce que si pendant ce temps-là, les marchés ils continuent de faire du 8%, bah nous on fait du 3, du 4, du 5, à peu près, avec nos obligations. Mais, toujours pareil, c'est un trade-off qu'on accepte de faire pour se protéger. Et enfin, j'ai ici du fonds euro qui doit être à 10%, ouais, 10%. C'est ma position d'attente, hein, c'est ce que j'expliquais, et ça c'est très intéressant, puisque là on peut imaginer qu'on est au sein d'une assurance vie, et cette fameuse colonne fonds euro, elle bouge à l'instant où je le veux, quoi. C'est vraiment totalement liquide, garanti en capital, et ça rapporte un petit peu quand même. Donc c'est vraiment la position d'attente. Dès que je vais switcher sur le profil équilibré, je vais aller taper en priorité dans le fonds euro pour venir acheter des actions ou des ETF. Voilà, c'est un peu la logique. Ensuite, on passe au profil équilibré. Alors, bien évidemment, on monte d'un cran l'exposition aux actions de 10 points, donc on passe à 50% d'exposition actions en profil équilibré. Les SCPI ne bougent pas comme on l'expliquait à l'instant, et on diminue de 5% les deux autres. Donc, les obligations, on passe à 10, le fonds euro, on passe à 5%.
Et évidemment, ce que j'ai gagné en liquidité ici, eh ben, ça va tout de suite se créditer sur les actions, hein. J'ai gagné 10 points, je les réinvestis dans les actions. Et enfin, on est en profil agressif, donc là il faut s'imaginer que ce profil va s'activer dans un moment où les marchés sont bas, hein, ou vraiment de manière significative. Tout ça, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer tout ça avec des données. Ben à ce moment-là, on se dit, ok, il y a une opportunité majeure. Pour vous donner un exemple récent, c'est de la crise du Covid. Voilà, la crise du Covid, on est en mars-avril 2020, les marchés se sont vraiment presque effondrés, on va dire. Là, je passe en agressif, c'est clair, et donc j'investis 60% du portefeuille sur les actions. Je solde complètement le fonds euro, tout passe sur les actions, et je passe au minimum aux obligations, je reste qu'à 5% sur les obligations, pour garder une toute petite poche. Voilà. Ça, c'est la logique du profil d'allocation. Tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau, c'est super, mais c'est de la théorie. Comment on fait dans la pratique pour passer de l'un à l'autre ? J'ai pas mal tâtonné au fil du temps, et j'ai fini par comprendre que la meilleure façon de faire, plutôt que de rester un peu intuitif, et de se dire, voilà, j'ai le sentiment que là, je suis dans une phase où les marchés sont trop hauts, ou alors je pense que là, il y a une opportunité d'achat, etc. Toujours dans la même logique de réduire les biais, je me suis dit qu'on pouvait clairement prendre en fait cette décision de manière objective en regardant les valeurs des indices auxquels je suis exposé. Donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder maintenant. J'ai retenu 4 indices, parce que c'est les 4 indices sur lesquels je m'expose, je ne m'expose pas aux autres. Et en fait, on va déterminer un indicateur que j'ai appelé le bull market ratio. Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est la valeur qui est complètement à droite dans ce tableau-là. Il s'exprime en pourcentage. Et en gros, si vous avez un bull market ratio, donc un BMR à 100%, ça veut dire que cet indice est à son plus haut historique. Voilà, c'est tout simple. C'est un indicateur de proximité avec le plus haut historique de l'indice. Et donc ici, je vous ai mis le tableau du jour, hein, ça c'était les chiffres de ce matin, pour les 4 indices. Donc par exemple, le S&P 500, donc on a sa valeur en bleu au moment de la slide, avec sa variation par rapport à la veille. La valeur du plus bas historique du S&P 500, 1450, son plus haut historique, 5667 points. Et on voit que là, à 5626 aujourd'hui, on est à 99,3% du plus haut historique. Donc il a un BMR de 99,3. Et vous comprenez la logique, on a la même chose ensuite pour l'Eurostoxx qui a 91, hein, qui a quand même bien décompressé, le CAC 40 92, lui aussi. Et enfin le Nasdaq qui a 94, donc qui a un peu décroché par rapport au S&P 500. Et bien avec ces 4 pourcentages, ces 4 BMR, je vais en fait les pondérer avec mon exposition cible, donc ça c'est aussi ce que je souhaite avoir, c'est un peu mes objectifs de placement action en termes d'exposition au marché. Moi je fais le choix d'être majoritairement, très majoritairement exposé aux États-Unis parce que c'est le meilleur marché historiquement. Donc vous voyez, je suis à 90% exposé aux États-Unis et je me garde 10% d'exposition en Europe. Pareil, un peu comme une garantie, une petite assurance au cas où il y ait vraiment un gros décrochage américain, même si je suis bien conscient que 10% d'Eurostoxx ne comblera pas un gros décrochage américain, mais c'est plutôt pour conserver une petite exposition à l'Europe. Vous allez voir qu'il y a débat entre Eurostoxx ou CAC 40 à cet endroit, mais justement ça va être intéressant, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Alors, je ne souhaite pas, j'en profite pour le dire, avoir d'exposition au marché émergent, parce que voilà, historiquement, ça n'émerge pas, et ça fait du surplace, et ça c'est un autre objectif, enfin une autre contrainte que je me donne pour être le plus objectif possible, c'est que je regarde la performance historique des différents indices, des différents titres comme indicateur majeur, puisque statistiquement on observe que si vous avez une performance passée bonne, vous avez une performance future bonne dans la plupart des cas, et inversement. Les marchés émergents, les ETF de marché émergents n'ont pas une bonne performance dans le passé, donc je n'y touche pas. Le marché asiatique,
pareil, beaucoup trop de contraintes, notamment au niveau de la Chine. Moi, j'ai pas du tout envie d'investir sur un marché d'un pays géré pas d'une manière démocratique, on va dire, quand on voit ce qui s'est passé avec le dirigeant d'Alibaba, par exemple, ce genre de choses. Et puis la mainmise du Parti communiste chinois sur son économie, ça ne me rassure pas du tout, j'ai pas du tout envie de jouer avec ça, parce que j'ai l'impression de jouer contre le casino, et que c'est la banque qui aura toujours raison à la fin, la banque étant le gouvernement chinois. Donc c'est pour ça que je laisse complètement de côté toute une partie du marché action. Ça peut tout à fait se contester, il n'y a pas de souci, et encore une fois, chacun et chacune doit avoir ses convictions, ses choix, ses objectifs, ses stratégies. La mienne, c'est celle-là, je vise la performance, et je suis à l'aise, on va dire, en me disant que mon épargne est investie aux États-Unis et en Europe, Europe étant une petite poche, parce qu'on va voir, elle est très peu performante. Donc je vais prendre ces fameux poids, 70% pour le S&P 500, 10% pour l'Eurostoxx et 20% pour le Nasdaq, et je vais faire une moyenne pondérée sur mes 4 indices. Donc le CAC 40, il va compter pour 0, puisque là je le compte pour 0. Et donc ces 3 indices pondérés avec ces poids-là vont me donner mon fameux BMR, mon BMR d'exposition, qui aujourd'hui vaut 97,6%. Donc vous voyez, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a un indicateur objectif de la proximité du plus haut historique de notre exposition d'actions. Et ça, c'est génial, parce que ça, en fait, c'est mon pivot qui me dit dans quel profil m'activer. Maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les seuils de déclenchement des 3 profils. Voilà. Et la valeur qui bougera et qui me dira dans quel seuil je dois me placer, dans quel profil je dois me placer, c'est ce fameux BMR, qui se met à jour, bien évidemment, automatiquement, tous les jours dans ma feuille Google Spreadsheet. Alors, comment déterminer les intervalles du BMR ? Premièrement, on veut minimiser les changements de profil. On n'a pas envie, toutes les semaines, de se dire « Ok, alors, j'étais en équilibré, il faut que je repasse en défensif, donc il faut que je revende des actions, puis il faut que je réachète des obligations. Et puis la semaine d'après, ça rechange. » Bah non, là, on va générer beaucoup de frais d'arbitrage, ça va être compliqué, et on va surtout perdre de la performance, parce qu'on va pas arrêter de faire des allers-retours sur les actions, et ça, il n'y a rien de pire pour perdre de la performance. Il faut essayer de maximiser, comme on dit, le time in market, le temps dans le marché. Donc première contrainte, minimiser les changements de profil. Donc il faut qu'on se débrouille pour que nos seuils soient suffisamment intelligents pour pas qu'ils bougent trop souvent. On va maximiser le temps en défensif, parce que c'est quand même le profil le plus sécurisé, et minimiser le temps en agressif. Évidemment, on n'a pas envie d'être trop longtemps en agressif, puisqu'on est extrêmement exposé en agressif, et donc on est au risque maximum. Donc forcément, il faut qu'on trouve quelque chose d'assez cohérent. Et donc je suis arrivé à ces pourcentages-là, et vous allez voir en fait pourquoi. Le défensif, on va viser 50% du temps. Donc ça semble peut-être important, mais en fait vous allez voir pourquoi je suis arrivé à ça. Ensuite, l'équilibré 1/3 du temps à peu près, et le reste, donc 15% du temps, en agressif. Et ces proportions sont vraiment intéressantes, et vous allez voir en termes de seuil de BMR que c'est assez contre-intuitif. On va pas du tout être dans des très grandes fourchettes en réalité. Donc maintenant, ce que j'ai fait en fait pour déterminer ces fameux seuils, c'est que j'ai fait des études de données sur les 20 dernières années sur les 4 indices. Donc j'ai pris les données hebdomadaires de janvier 2005 à août 2024, ce mois-ci. Donc ça fait un total de 1019 semaines. Donc pour chacune de ces semaines, j'ai la valeur de l'indice à la clôture. Et donc j'ai fait ça dans des feuilles Google Spreadsheet grâce à la macro Google Finance, qui vous permet de récupérer ces données automatiquement. Et ça m'a permis de faire des stats et de mesurer toute une série d'éléments sur ces indices, et notamment de tester mes seuils pour voir quelle proportion, en fonction des seuils que je choisis, quelle proportion de temps, de semaines, je passe dans chacun de mes profils si j'utilise tel ou tel seuil. Et donc on va regarder indice par indice, donc c'est pour ça que je me disais que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo, notamment parce que là en fait on va vous donner
enfin je vais vous donner des macros un peu, une vue macro sur les 4 indices dont on parle, qui me semblent intéressantes. Alors il y en a certaines des données qui sont là, qui sont déjà connues, mais je trouve que c'est intéressant peut-être de faire un récap. Donc on commence par l'indice phare, le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et il y a déjà beaucoup de choses intéressantes. Donc encore une fois, on va de 2005 à 2024 ici. Donc vous avez évidemment la courbe de l'indice en haut à droite, donc il y a une très belle tendance haussière, puis ensuite différents indicateurs. Donc déjà je me suis amusé à compter le nombre de semaines qu'on passe au plus haut historique. Donc combien de semaines ont un BMR de 100%? Eh bien 191 semaines, donc quasiment 20% de la période. Donc ça c'est énorme en fait. Rien que ça veut dire que sur 20 ans, une semaine sur 5 clôture au plus haut historique de l'indice. Donc quand vous entendez « on est au plus haut, ça va s'effondrer », dites-vous que c'est le cas une semaine sur 5. Donc quasiment une fois par mois. Donc à partir de là, on relativise un petit peu les choses, hein, et ça réduit un petit peu le risque. Et là, je vous parle des 20 dernières années, je vous parle pas des 6 derniers mois. Donc ça permet déjà de prendre un petit peu de recul. Ensuite, j'ai compté le nombre de semaines consécutives haussières, c'est-à-dire chaque semaine clôt avec un score, une performance positive par rapport à la semaine passée. Combien s'enchaînent dans la même direction, et même chose pour les baissières. On a évidemment plus de semaines consécutives haussières que baissières, puisque c'est un indice qui a une tendance haussière. Et on voit que le maximum constaté sur la période de 20 ans, c'est 10 semaines haussières. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si on regarde un petit peu, à un instant donné, combien de semaines consécutives ont été dans un sens ou dans l'autre, eh ben on peut se situer. Et là, je vous invite à regarder le deuxième graphique, l'histogramme qui est en bas à droite, où j'ai graphé en proportion du temps sur ces 20 ans, les semaines haussières, quand on a 2 semaines haussières consécutives, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 10, qui est le maximum. Là, c'est très intéressant parce qu'on voit que grosso modo, on divise par 2 le nombre de périodes à chaque fois qu'on augmente de 1 le nombre de semaines consécutives. Je me suis peut-être pas très bien exprimé, mais en gros, on passe à peu près 15% du temps sur la période observée avec 2 semaines consécutives de hausse, et si je veux voir combien de pourcents du temps représente 3 semaines consécutives de hausse, ben je divise par 2. Je suis à 7,5 en gros. Donc ça veut dire que quand on va voir par exemple qu'on est à 3 semaines consécutives de hausse sur l'indice, la probabilité elle augmente significativement qu'on baisse. Hein, parce que pour passer à 4, on sera dans moins de 5% des cas sur 20 ans. Donc ça commence à faire une probabilité petite, voire très petite. Et ainsi de suite à chaque fois que j'augmente de 1. Donc ça, c'est intéressant pour se situer, si jamais vous voulez rentrer sur une valeur, vous pouvez regarder. Toujours intéressant. Si je suis à 2 semaines consécutives de hausse, ça commence à être déjà pas mal. Et je sais que si j'en suis à 3 semaines consécutives de hausse, je suis déjà dans moins de 10% des cas. Donc ça veut dire que, grosso modo, 9 chances sur 10 que la semaine prochaine, ça baisse. Voilà. Et ensuite, là j'ai mes fameux seuils, donc ça c'est ce que j'ai réglé avec ma feuille Google Spreadsheet, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que je me suis aperçu que pour avoir 50% du temps passé de cette période, il faut que je prenne les semaines qui sont à 96,5% ou plus en BMR. Et là j'ai déjà 50% du temps passé, donc ça c'est juste l'indicateur de à quel point ce marché est haussier. Il est extrêmement haussier. De toute façon, ça se voit sur la courbe. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Avant de faire toute cette démarche, j'avais établi des pourcentages de seuil complètement arbitraires. Et j'avais fait 70%, 90%. Je m'étais dit, quand je suis dans les 10% les plus hauts, je suis en défensif. Entre 70 et 90, équilibré. En dessous de 70, je suis en agressif. Et bien en fait, on voit avec les seuils qui sont là sous notre écran que j'aurais été complètement dans le faux en faisant ça. Puisque si j'avais choisi 90 comme seuil, ben en fait j'aurais été dans 85% des cas, 50 plus 35, j'aurais été en profil défensif. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment pour ça, encore une fois, je reviens au livre et à la vidéo précédente,
il faut éliminer vos a priori, et il faut regarder les faits, il faut regarder les données, il faut regarder les stats. Et là, vous avez des informations concrètes et objectives. Et notamment, pour le S&P 500, un profil équilibré, il a de sens, autour de 96,5% et plus du plus haut historique. En dessous, on rentre dans la deuxième moitié du temps. Voilà, donc c'est énorme. Donc ensuite, les fameux 35%, ils vont s'arrêter à 85% en BMR, et en dessous de 85%, ce sera très rare, hein, ce sera 15% des cas, et bien là, on sera en agressif. Enfin, je vous ai mis des petits indicateurs de performance. Alors, le CAGR, c'est grosso modo la performance annuelle. Hein. C'est si je regarde cette période de 20 ans, et que je calcule combien chaque année l'indice a gagné, et ben ça fait 8,24%. Donc ce plus 8% est très connu, hein, on le dit souvent, le S&P 500 rapporte en moyenne 8% par an. Voilà, ça a été vérifié avec le jeu de données que j'ai obtenu. La performance cumulée, c'est grosso modo, si j'avais investi au début de la période jusqu'à aujourd'hui, combien j'aurais fait en performance, 350%, et je vous ai mis à côté pour que ce soit très concret, si j'avais investi 10 000 euros il y a 20 ans, eh ben, j'aurais 45 000 euros aujourd'hui avec le S&P 500. Voilà, donc je vous ai expliqué un peu tous les indicateurs. Maintenant, on va aller un petit peu plus rapidement sur les 3 autres indices. Et on va quand même garder en tête ce 96,5% qui est très intéressant pour capturer 50% de la période. Hein. Et là encore, c'est une autre manière de dire n'ayez pas peur quand le S&P 500 est à son plus haut ou proche de son plus haut. C'est en fait dans la moitié des cas, il est dans les 4% les plus hauts. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est avec une volatilité un peu plus large, mais exactement pareil. Son seuil de 50% est à 96,5 en BMR. Lui, il est 213 semaines à son plus haut. Donc il est plus souvent à son plus haut historique encore que le S&P 500. 21% de la période, ça se joue à 2 points. Mais c'est quand même intéressant de le noter. Il est plus haussier que... le S&P 500, bon ça se voit sur sa performance. Par contre, il a une volatilité un petit peu plus grande, on peut l'observer parce que son seuil 2 est plus bas que le seuil 2 du S&P 500. Il est à 82,5. Ah, mais là encore, c'est contre-intuitif. Hein. Toujours pareil avec mes fameux seuils arbitraires du début. J'aurais été bien à l'ouest aussi, là j'aurais passé tout mon temps en profil défensif, hein, quasiment. Performance, alors là c'est sidéral, hein, c'est intersidéral, performance cumulée 1000% sur 20 ans, ça fait un CAGR de 14% par an, c'est vraiment énorme. Donc là, si vous n'avez pas peur de la volatilité et pas peur du risque, qui est un retournement technologique, parce que là, pour le coup, je reviens à ma règle d'or, hein, diversification, si on est investi à 100% sur le Nasdaq, on n'est pas diversifié, on est technologie à fond, US à fond. Mais si vous prenez ce risque, eh ben vous êtes récompensé. En tout cas, dans les 20 dernières années, vous auriez été récompensé. Puisque 14% par an, ça se traduit en cumulé pour 10 000 euros investis. Vous arrivez avec 20 ans plus tard avec 117 000 euros. C'est phénoménal. Donc là, c'est une manière de vraiment voir à quel point le Nasdaq est surpuissant en termes de performance. Au prix d'une non-diversification, bien sûr. Et là, j'enregistre cette vidéo aujourd'hui où Nvidia va publier ses résultats ce soir. Tout le monde est fébrile, tout le monde veut voir ce qui va se passer parce que ça va donner le là. Et c'est assez emblématique de cet indice. Et alors là, maintenant, là on a vu les winners, maintenant on va voir un peu les losers. Hein. Là, on change d'ambiance. Eurostock 50, alors c'est tout modeste et moribond même. 56 semaines au plus haut, donc 5% de la période. Hein. Vous vous souvenez, on était à 21%, donc c'est quasiment 4 fois moins que les indices américains qu'on vient de voir. Là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. Pour avoir 50% du temps, je dois descendre à 75% de BMR. Et jusqu'à 59% pour passer au seuil 2 et 1. Donc ça montre que c'est un indice qui fait beaucoup de surplace. C'est ça ce que ça veut dire. Ça se voit sur la courbe. Hein. On oscille beaucoup voilà, entre cette barre des 2000 et des 4000. On a passé énormément de temps entre ces deux barres-là. Et c'est ça qui crée une amplitude assez grande et une faible quantité de semaines haussières en réalité.
Et ça se traduit par une très mauvaise performance, hein. Performance cumulée de 64% sur 20 ans, c'est très petit. Ça correspond à 2,5% de rendement par an. Donc là, c'est quasiment le niveau d'une obligation, hein. Donc pourquoi investir sur le marché action pour faire du 2,5? On peut se poser la question, et c'est flagrant si on regarde en numéraire ce que ça donne. Vous placiez 10 000 euros sur l'Eurostoxx il y a 20 ans, aujourd'hui vous avez 16 000 euros. Donc c'est vraiment très peu performant. Là c'est... Voilà. Donc là vraiment on se pose la question, et d'ailleurs moi j'étais assez surpris en faisant cette mesure. J'étais convaincu, encore une fois j'avais un biais, que l'Eurostoxx 50 était meilleur que le CAC 40, parce que je me disais il est plus diversifié, il englobe l'Allemagne, etc. Eh ben, c'est pas du tout vrai, c'est l'inverse. Le CAC 40 sur 20 ans surperforme d'un point, bon c'est pas énorme, mais quand même, l'Eurostoxx, donc c'est ce qu'on observe ici, lui il est plutôt à 8% de sa période en haussier, avec un seuil qui devient un petit peu plus raisonnable quand même, on est au-dessus de 80% pour avoir 50% de la période. Bon, souvenez-vous, hein, les indices américains, on était au-dessus de 95%. Donc là, on est quand même bien en dessous, mais quand même au-dessus des 80%. Et un rendement annuel de 3,6% pour 96% de perf cumulée sur 20 ans. Donc quasiment, vous mettiez 10 000 euros il y a 20 ans, vous avez à peu près 20 000 euros aujourd'hui. C'est quand même un peu mieux que l'Eurostoxx. Cela étant dit, quand on fait le bilan, on va voir que j'ai finalement quand même décidé de rester sur l'Eurostoxx, tout simplement à cause de la conjoncture actuelle en France. On n'a pas de gouvernement, on ne sait pas qui sera le Premier ministre, le ou la Première ministre, on n'en sait rien, ça peut patauger encore un bon moment, et bien aviser celui qui pourra dire ce qui va se passer, hein, et moi je ne vais pas me risquer là-dedans. Donc pour le moment, je préfère rester à l'écart, je ne sais pas du tout ce que va donner le CAC 40 dans les mois qui viennent. Donc je me prends un peu une garantie du truc en restant sur l'Eurostoxx au prix d'une performance la moins bonne. Donc ces fameux 10% européens, je vais les mettre sur l'Eurostoxx, et puis je me dis qu'en faisant ça, je minimise un peu mon risque d'un marché en France qui pourrait peut-être encore souffrir de notre climat politique incertain. Donc, au final, j'ai donc pondéré mes fameux seuils avec ces fameux chiffres, donc 70% de poids sur les seuils du S&P 500, 20% de poids sur les seuils du Nasdaq et 10% de poids sur les seuils de l'Eurostoxx, et j'obtiens ces fameux seuils pour mes trois profils, donc 78,7 comme barrière pour passer du seuil agressif au seuil équilibré, et 94,3 pour passer au seuil défensif, qui, je vous le rappelle, correspondra statistiquement à 50% du temps. Et pour finir, je vous montre donc la target en haut à droite, le profil défensif que j'ai. C'est une autre représentation de ce qu'on a vu au début de la vidéo. Et en bas à droite, je vous ai mis ma répartition actuelle. Et bien évidemment, elle n'est pas en ligne parfaitement, parce que c'est la vraie vie, parce que j'avais fait des choix il y a des années que j'ai pas encore pu arbitrer, pour plein de raisons. Mais ça vous donne une idée. Et c'est aussi pour vous encourager à faire pareil de votre côté. Vous pouvez avoir plein d'apps, plein d'outils, plein de banques, etc. C'est quand même toujours très utile d'avoir une vision d'ensemble de tous vos placements et d'être capable de faire cette répartition, là je boucle un peu avec le début, pour avoir une idée de votre allocation d'actifs et de où est-ce que vous êtes par rapport à votre cible. Donc si on fait un peu l'état des lieux de là où j'en suis aujourd'hui, j'ai une vraie mission qui va être de réduire ma poche SCPI. Vous voyez que je suis à 31,5% de mon patrimoine en SCPI, parce que j'avais un peu fait le fou il y a un an, où je m'étais un peu emballé, j'avais pris plusieurs SCPI, et je me suis aperçu que certaines sont très bien, d'autres beaucoup moins. Et donc ma mission, là, ça va être de vendre, j'ai identifié notamment une SCPI dont j'ai un certain nombre de parts, que je vais vendre et qui va me permettre de gagner à peu près les pourcents là que j'ai en trop, pour arriver à peu près à 25, donc grosso modo 6% de la valeur de la poche SCPI va être vendue, et je vais pouvoir les investir côté action, puisque vous voyez qu'il me manque 10 points côté action. Voilà, après la liquidité est livrée, j'avais mis 10% là-haut, en réalité, dans le réel, j'ai cette ligne fond à 11,2, pareil, ça c'était vraiment à mes débuts de placement.
J'avais suivi un peu les conseils de mon conseiller, qui n'étaient pas forcément mauvais, mais aujourd'hui avec le recul je ne le ferai peut-être pas, qui m'avait conseillé d'investir dans des fonds pour différentes raisons, soit des fonds structurés, ou soit des fonds pour faire un peu de réduction d'impôts, notamment les FIP Corse, hein. Donc je ne regrette pas parce que ça a rempli son job, mais l'inconvénient de ces fonds, c'est que pour le coup, ils sont bloqués un certain nombre d'années. Je pense notamment à un fonds d'investissement sur des forêts, donc qui était très intéressant pour faire de la réduction d'impôts, mais qui légalement ne peut pas être vendu avant 7 ans. Voilà. Donc au moment de le faire, on se dit que c'est cool, mais évidemment, quand on est dans cette phase-là où on veut réarbitrer et rééquilibrer, on aimerait bien récupérer ce fonds, par exemple notamment ce fonds de forêt qui d'ailleurs est bénéficiaire, j'aurais bien aimé pouvoir récupérer aujourd'hui, je ne peux pas, je dois attendre encore un certain nombre d'années. Et ben on revient à cette fameuse liquidité, hein. Ça c'est hyper important, c'est crucial, à quel point votre actif est liquide ou pas. Donc c'est pas très grave, je vais vivre comme ça pendant quelques années avec cette part de fonds qui vaut environ 10%, et puis voilà, dans quelques années ça pourra se liquider, et clairement je ne réinvestirai plus dans ces fonds parce que je n'aime pas ce côté d'avoir de l'argent en prison, hein, en fait. Mais c'est vraiment pas très grave, parce que finalement ma liquidité, je l'ai quand même très bien sur la majeure partie de l'enveloppe, du portefeuille. Les actions, les SCPI, mine de rien, sont plus liquides que ces fameux fonds, parce que je peux quand même décider de les vendre si je le souhaite, et puis les obligations également. Donc voilà où j'en suis, on arrive à la fin de cette vidéo, et pour finir, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je procède pour réduire les biais cognitifs sur les moments où on fait ces arbitrages et comment je les fais. En fait, il y a deux façons de faire les arbitrages, investir et vendre, bien évidemment. Alors les investissements, c'est très simple, c'est mensuel, pareil, c'est très classique, un DCA, mais d'une manière très rigoureuse, c'est-à-dire je détermine un jour dans le mois où j'achète, mais je n'ai pas le droit d'acheter à un autre moment. En gros, c'est le deuxième mercredi du mois. Voilà, pour moi, c'est gravé dans le marbre, je me suis mis une invitation Google Calendar, et je n'ai pas le droit d'acheter avant, je n'ai pas le droit d'acheter après. Et ça me permet de me garantir que je ne vais pas surréagir à ce qui se passe dans les news, à ce qu'on dit, il faut acheter Nvidia, FOMO, etc. C'est pas mon problème. En fait, je me force à acheter à un moment qui est décorrélé du contexte. Donc c'est une manière de tuer le biais cognitif aussi. Et évidemment, la somme que j'investis, elle est directement dépendante de mes fameux profils. Hein. Si on revient ici, j'ai mon petit diagramme qui me dit où est-ce que j'en suis par rapport à mes liquidités. J'ai le droit d'avoir tant de pourcents en liquidité, ben, je vais voir un excédent. Cet excédent, tous les mois, c'est ce que je dois investir. Et là aussi, on revient à l'idée initiale qui était dans la baseline des slides, l'optimisation. Je vais investir le maximum possible dont je n'ai pas besoin. Lors des DCA, je ne vends rien. Je ne vends rien, mais je vais investir en priorité sur les cibles qui sont, entre guillemets, déficitaires par rapport à leur poche de profil. Par exemple, s'il me manque un certain nombre de pourcentages sur les actions, bah, c'est sur les actions que je vais investir. Si à l'inverse, c'est sur les obligations qui me manquent un certain nombre de pourcentages, c'est des obligations que je vais acheter ou du fonds euro. Voilà, vous voyez la logique. Par contre, j'ai pas le droit de vendre. Et les ventes se passent à ce que j'appelle les rebalance days, donc les jours de rééquilibrage. Je ne m'autorise à en avoir que 2 par an, une fois par semestre. Donc moi j'ai choisi le deuxième vendredi d'octobre et le deuxième vendredi d'avril. Pareil, c'est gravé dans le marbre, non négociable, ce sont les seuls jours de l'année où j'ai le droit de vendre des positions pour rééquilibrer mon portefeuille. Il y a des études là-dessus qui montrent que plus on fait des rebalance days, donc plus on rééquilibre le portefeuille souvent, plus on perd de la performance. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point, évidemment, en ayant peu de jours dans l'année où je peux faire ça, je réduis drastiquement mon risque de faire des erreurs, de surréagir, et de vendre trop fréquemment. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc le prochain sera en octobre. Je pense que je ferai une vidéo de mise à jour du portefeuille quand j'aurai fait ça en octobre. Et là, je peux vendre, bien évidemment. Et en priorité, je vends les lignes déficitaires, parce que ça aussi, c'est une erreur qu'on fait tous. On s'accroche à nos perdants et on vend nos gagnants.
Et il faudrait faire l'inverse, puisque encore une fois, si une action elle est déficitaire depuis 1 an, il y a de très fortes chances que l'année qui vient, elle va encore être déficitaire. Et à l'inverse, celle qui monte depuis 1 an, il y a de très fortes chances que l'année qui vient, elle va continuer de monter. Donc en grande priorité, je me débarrasse de mes lignes rouges, et donc vous comprenez l'idée, tous les 6 mois, je vais purger autant de lignes déficitaires que possible. Alors je vous dis ça en toute honnêteté, tout ce que je vous présente ici, c'est ce à quoi je suis arrivé cette année, en prenant du recul et en tirant un peu les leçons des quelques années que j'ai d'expérience de gestion, de finances personnelles, mais je le mets en pratique pour la première fois maintenant. Donc ça va être très intéressant, je pense, de documenter ça dans des vidéos. Et puis, si besoin, bien sûr, je peux aussi vendre une partie de mes lignes bénéficiaires. Je vous donne un exemple vraiment qui me vient en tête. J'ai une ligne Netflix qui a très très bien marché. Netflix a cartonné cette année. Et par rapport à ma poche d'actions, alors j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo en zoomant. Là, je vous ai fait vraiment la vue macro de la stratégie. Mais après, si on descend un petit peu, par exemple, la poche action, elle se divise en différentes catégories. Catégorie ETF, catégorie portefeuille value. Bon, j'ai 2-3 portefeuilles. J'ai parlé sur la chaîne d'un portefeuille des minières, ça c'est un autre portefeuille. Donc on pourra avoir l'occasion de détailler tout ça. Mais par exemple, dans mon portefeuille value, j'ai Netflix, et à l'intérieur du portefeuille value, c'est la même logique. J'ai évidemment des targets en proportion pour chaque ligne. Et Netflix, il a tellement monté, en fait, le titre, qu'il dépasse sa target. Typiquement, au prochain Rebalance Day, en octobre, je vais vendre un certain nombre d'actions Netflix pour redescendre Netflix au niveau visé. Voilà. Mais, en priorité, je vendrai celles qui sont déficitaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo d'un nouveau type, mais je me disais que ça pouvait peut-être être intéressant de partager ma stratégie avec vous. Et puis, il y aura l'occasion, si ça vous plaît, dites-le en commentaire, de faire d'autres vidéos pour continuer à détailler un peu la stratégie sous ses différents aspects. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner sur Cold Invest, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à mettre un like. Et puis pourquoi pas laisser un petit commentaire également. A plus, et investissez bien et prudemment.